Est-ce que c'est foutu? Qui est la question la plus simple que les uns et les autres se posent. Alors vous pouvez retrouver l'émission sur CNews, c'est CNews Replay, vous regardez l'émission d'aujourd'hui si ça vous intéresse. Moi j'ai sélectionné quelques séquences, l'heure des pros, vous mettez l'heure des pros, replay, et vous trouvez l'émission dans son intégralité. Le docteur Maurice Berger qui s'exprime, qui a écrit un livre sur la violence des mineurs. C'est un pédopsychiatre et il a travaillé énormément avec le problème des mineurs criminels ou violents. Et j'ai trouvé, en tous les cas, ce matin ce type formidable. Oui. Voilà vraiment un vrai psychiatre, intelligent, fin, analysant les choses d'une manière compréhensible, juste. Et moi qui ai un peu fréquenté par des expériences personnelles que j'ai eues, un peu ces milieux, parce que j'ai travaillé dans des quartiers à un moment donné comme ça. J'ai aussi des quartiers concernés par la violence. J'ai aussi été dans la police. J'ai été dans le social également. Donc, je trouve que ce docteur, ce médecin, ce psychiatre, il a une vision qu'il synthétise là avec quelques extraits que je vous ai choisis, qui ciblent vraiment le problème. On le touche, le problème de la violence. Et les remèdes, évidemment, on les connaît. Et il suggère un remède, mais il y a effectivement besoin qu'on traite la question, parce qu'il y a un souci énorme et ça va coûter très cher à la société française de traiter ce problème, très très cher, parce que ça va nécessiter des investissements énormes d'infrastructures, de gens spécialisés dans la question et des centres pour enfermer des gens qui sont irrécupérables, ou tout au moins les enfermer pour un certain temps avant éventuellement de les réinsérer, mais ça paraît très difficile, c'est une catégorie de la population, la réinsertion j'entends. Ce que je vous propose, c'est d'écouter ces différents extraits. Si ça vous met l'eau à la bouche, eh bien vous irez sur CNews Replay et vous verrez l'intégralité de cette interview qui est vraiment de qualité. Là, pro, chapeau, il a fait du très bon travail. Autant ses questions et ses réflexions à Pascal Praus sont de bonne qualité, autant les réponses sont également de très bonne qualité. Et là, on a un niveau, si vous voulez, qu'on retrouve peu sur les médias, qui m'a paru très, très important, surtout dans la période que nous vivons. C'est fondamental, parce que cette violence, elle va nous pourrir notre vie quotidienne. On va tous être concernés, même dans les campagnes. Il n'y aura pas de refuge. La seule possibilité pour échapper à ça, j'ai déjà évoqué, c'est de partir à l'étranger. Donc, je vous propose cette succession d'extraits de cette émission, et puis vous me direz ce que vous en pensez. J'ai eu l'impression d'écrire un livre testamentaire, au sens où, au niveau des processus qui amènent des mineurs à être violents, on a des idées précises maintenant. On pourra toujours les développer un peu plus. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire face à cela? Et là où j'en suis, je vais paraphraser, je pense que nous n'avons pas d'autre choix que de changer l'état du droit. Vous reconnaissez une phrase de M. Retailleau dans un autre registre. C'est-à-dire que tant que nous resterons avec l'ordonnance de 1945 ou le code pénal actuel, il continuera à y avoir régulièrement des Elias, des Thomas, etc. Et si, votre question, c'est est-ce qu'on peut intervenir à la racine? On a des moyens, mais ce que vous soulignez, c'est qu'une partie de la jeunesse actuelle est élevée
par des parents qui ne posent pas de cadre cohérent, mais aussi par des parents qui n'ont pas comme but de rendre leur enfant présentable et aimable pour la société. C'est-à-dire que ce qui se passe à l'intérieur de la famille leur suffit, avec la violence, la négligence, la toxicomanie. Pour le reprendre, c'est possible, mais on est complètement dépassé par le nombre. En ce qui concerne je vais vous donner un petit exemple. Je travaille essentiellement avec des éducateurs d'origine maghrébine et qui viennent tous des mêmes quartiers dits difficiles, sauf qu'eux ont intégré les valeurs de la République. Alors, je leur demande, et pourquoi vous n'avez pas tourné comme vos copains qui ont mal tourné? Et la réponse que j'ai pratiquement toujours, c'est ma mère, même quand elle était seule, ou mes parents, allaient me chercher à la sortie de l'école et me ramenaient à la maison. Je ne devais pas traîner dans le quartier. Même si ma mère était seule, je devais rentrer, sinon ça se passait très très mal. Prenons le modèle danois. Je ne suis pas sûr qu'on y arrivera un jour. Mais le modèle danois répond en partie à votre question. C'est-à-dire qu'on a dit qu'il limitait l'immigration, même quasi totalement, puisqu'on a une grosse partie des délinquants qui sont d'origine immigrée. On ne va pas se le cacher. 50% dans certains établissements pénitentiaires pour mineurs, ce sont des mineurs non accompagnés. Mais aussi, on a les fonctionnements claniques, etc., etc. Ce que les Danois ont fait, ont dit, c'est si vous voulez toucher le moindre euro d'aide de l'État, vous devez mettre votre bébé dès l'âge de 12 mois à la crèche, au minimum 25 heures par semaine, où il apprendra à vivre en groupe, à obéir à l'autorité quand on lui dit non, à jouer à des vrais jeux et pas des jeux je te tue, je suis le plus fort, et à parler danois correctement. Donc on voit qu'on a un modèle envisageable. Mais ça demande vraiment une révolution. Pour ça, dans le livre, je mets révolution, mais pénale et sociétale. Moi, écoutez, monsieur Pro, je crois que je suis comme vous. Je n'arrive pas à me résigner à ce que notre société se dégrade de cette manière. Ce sera un slogan pour CNews. La chaîne qui ne se résigne pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Non, mais moi, je suis allé vers eux à plusieurs reprises. Et vous savez, c'est très intéressant ce que vous dites, monsieur. Quand je suis allé à la PJJ, Protection judiciaire de la jeunesse, en disant, c'était en 2008, après mon livre Voulons-nous des enfants barbares, 2008 quand même, hein, je suis allé dire, mais est-ce que vous avez vu ce qui se passe? Et la réponse, ça a été, nous n'avons que quelques dizaines d'enfants hautement perturbateurs dans les établissements scolaires. C'était le contraire de ce que je voyais. Je peux me permettre de poser une question? Bien sûr, je vous en prie. Oui. J'ai été amené dans ma carrière, vous en doutez, à fréquenter beaucoup de mineurs assassins. Franchement, il n'y en a pas un qui regrette. Oui. On est d'accord, hein. J'ai été... qui regrette. Non, j'en ai pas vu un seul regretter. Pas un. Enfin, ils ont mis leur... Non, j'ai pas vu, on se rejoint, là, je veux dire. J'ai pas vu un seul assassin me dire « je regrette d'avoir tué ». Il n'y a pas du reste, je vais vous faire une confidence, c'est ce qu'il y a de plus lourd à porter sur le plan humain. Alors on peut réécrire Jean Valjean, Les Misérables et tout ce qu'on veut, mais moi j'ai pas vu un meurtrier me dire je regrette d'avoir tué. Donc ils sont irrécupérables. Ils sont très très dangereux, oui, parce que vous le disiez tout à l'heure, il y a un plaisir de tuer. Voilà, ça, on n'ose pas le dire, on n'ose pas le raconter. Donc ils sont irrécupérables. Moi je le pense, oui. On n'ose pas le raconter, mais il y a une jouissance. Donc il faut protéger la société. Du crime, et ça, on a peur de le dire. Mais je voulais vous poser une question, si vous le permettez. Ça m'intéresse beaucoup. La plupart des meurtriers que j'ai rencontrés étaient quasiment muets. Ils devaient disposer, pour s'exprimer, d'une centaine de mots à peu près. Et Lacan m'avait dit que le crime, c'est un échec de la parole. Voilà. Alors, est-ce que vous pensez que le déficit culturel, le déficit locutif, hein, pour employer un néologisme, est à l'origine de ce mode violent de parole? Est-ce que le passage à l'acte du coup de couteau, du coup de poing, du coup de tête n'est pas quand même une manière de compenser le déficit d'avoir à dire ce qu'on a envie de dire et qu'on ne peut pas dire? Si. Vous le pensez, ça? Oui, attendez, je voudrais juste dire qu'il n'y a pas que le plaisir qui amène à tuer.
ça peut être éliminer l'autre, parce qu'effectivement, on est incapable d'exprimer ses sentiments autrement. Donc on arrive là, devant un déficit, mais qui est parfois un déficit qu'on appelle cognitif, c'est-à-dire ça c'est le grand tabou, mais il y a un certain niveau de déficit intellectuel. Et alors d'où il vient? Est-ce qu'ils n'ont reçu aucune stimulation? Est-ce qu'ils ont vécu dans un milieu où on avait un stock de vocabulaire extrêmement restreint? Quand même, dans une étude, on a 61% des mineurs qui rentrent dans le réseau de toxicomanie qui ont échoué le CP. Quand on sait à quel point on a baissé notre niveau scolaire. Donc là, c'est un défi. Et pour revenir sur la question de M. Pro, on ne s'en sortira pas, et on n'a pas les moyens, c'est clair, tant qu'on ne mettra pas une scolarité spécifique en place dès la maternelle pour ces jeunes dont on repère très vite. Comment on les identifie? C'est très vite. Ils ont de grosses difficultés de compréhension, des choses relativement simples, et des difficultés d'expression, de dire ce qu'ils ressentent. Ils bougent tout le temps. Et ils compensent, à la place de cela, ils agissent. Donc, je voyais bien, là où je travaillais, c'était un jeune délinquant seul face à un enseignant. Dès qu'ils étaient 2 ou 3, ils s'excitaient. Parce que ce que vous avez montré, c'est une excitation et une violence qui est décuplée par le fait d'être en groupe. C'est évident, il y a une désinhibition. Et vous pensez que c'est possible, qu'on a les moyens de faire ça? Parce que ce que vous dites, moi j'ai le sentiment que quand je vois ça, je me dis, j'ai le sentiment que vous dites tout à l'heure, faut pas se résigner, j'ai l'impression vraiment que c'est foutu en fait. Et la partie est-elle perdue face à des mineurs extrêmement violents et dont on ignore combien le resteront une fois majeurs? Presque. Si les conditions actuelles perdurent, la réponse est oui. Et c'est ce que vous écrivez, c'est dans la conclusion. Certaines immigrations conviennent mieux que d'autres, et dites-vous également, on argumente souvent que l'immigration de travail est nécessaire pour notre pays. Si c'est exact, à partir de constatations précédentes, on pourrait penser souhaitable qu'elle s'adresse à des personnes appartenant à des cultures où ne règne ni l'endogamie, ni un fonctionnement familial clanique, ou de délimitation de territoires tribal ou ethnique, ni l'interdiction de penser de manière autonome, donc de changer éventuellement de religion, car ces fonctionnements sont ceux qui sont à l'origine du maximum de violence systémique. Oui. En fait, tout ce que vous dites, 90% des gens partagent cet avis. Parce qu'ils sont confrontés à cette réalité. C'est pour ça d'ailleurs que le modèle était l'assimilation. Et qu'il fallait imaginer de renoncer à une part de sa culture, d'où on venait, pour s'assimiler à la société française. C'est pourquoi certains pays font venir une immigration de travail des Philippines, de Thaïlande, du Népal. Je remarque que l'immigration asiatique ne pose aucun problème. Aucun. C'est-à-dire que les gens travaillent. Comme par hasard, il y a un modèle familial très fort. La mère célibataire asiatique ou vietnamienne en France, ça n'existe pas ou peu. Ça n'existe quasiment pas. Les gosses sont performants à l'école parce que la famille tient. Parce que la famille veut un enfant présentable et aimable devant le groupe social, et parce qu'elle veut que cet enfant ait un projet personnel, individuel, et qu'il prenne de la distance, modérément, par rapport à son groupe de départ. Ah oui. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié. Donc, à nouveau, je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission sur CNews Replay lors des pros du 11 février de cette année. Et comme c'est dit là dans cette dernière séquence, effectivement, il n'y a pas de problème avec les Asiatiques. Donc il est là le problème. Il est dans cette immigration qui nous vient du Sud, qui nous vient du Maghreb, qui nous vient de l'Afrique. Et il y a un problème derrière religieux, je pense. Il y a un problème de religion. Moi, je suis en train de lire le Coran en ce moment. Et je commence à comprendre la manière dont cet enseignement a structuré les esprits, a structuré les humains. On comprend sa relation au sacré, on recomprend sa relation à Dieu. C'est pas du tout, mais alors pas du tout l'esprit de l'Évangile, mais alors pas du tout. On est à milieu de l'Évangile et on est dans un registre plus Ancien Testament que Nouveau Testament. Et moi, ce que je vous dis, de mon point de vue,
Mais ce que je ressens, c'est une déclinaison d'obligation vers un Dieu extrêmement exigeant, dur, un Dieu ambivalent, un Dieu qui pense qu'une chose, c'est à tuer les infidèles, à poursuivre les infidèles, à réprimander les gens dans des actions quotidiennes. Tout est décortiqué, la succession, le rapport avec les enfants, la femme, tout ça. Enfin, c'est un manuel c'est comme un manuel de comportemental à suivre à la lettre qui correspond à une forme comment dire, de carcan. C'est comme ça que je le vois, hein, c'est comme ça que je le ressens. Je n'ai pas fini de le lire, mais les premières pages que je suis en train de découvrir confirment une forme d'a priori que j'avais et qui effectivement structure les êtres humains en quelque chose qui peut être très bien dans un contexte particulier, c'est-à-dire une société très autoritaire, mais dans un contexte occidental, ça pose problème. Ça pose problème. Et on voit à quel point cette religion pose un problème au niveau mondial, parce qu'elle est non évolutive, ça se ressent, ça se voit, et elle est basée sur des archétypes qui sont peut-être d'une certaine manière hérités de l'Ancien Testament, mais que le Christ a voulu justement bouleverser et n'a pas du tout repris ça. Alors, c'est ma façon de voir, mais il y a quelque chose en tous les cas de malsain dans tout ça. Et c'est pour ça que les choses ont un lien, toujours. C'est pas un hasard. Voilà, je vous laisse sur ces considérations et je vous dis à bientôt.